Si on était vraiment calculateur, on passerait notre temps à faire plus ce qu'on aime tellement, aimer et être aimé. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Muller. Bonjour. Communicant, militant écologique et néo-rural. Bonjour Guillaume. Bonjour Thierry. Alors Guillaume, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui car ton parcours incarne à merveille le thème de ce podcast qui est celui, comme tu le sais, de la transformation. Tu es en effet de ceux qui réconcilient les tensions de la vie pour tenter d'en faire une source de sens et d'équilibre. Avec toi, on explore ce qui se joue entre ambition et authenticité, entre action et réflexion. Alors laisse-moi brièvement le retracer, ce parcours. Tu nais en Alsace dans une famille d'entrepreneurs, tu grandis dans un environnement marqué par l'énergie créative des affaires et un ancrage spirituel profond grâce à la foi catholique de tes parents. Ton enfance est marquée par des moments contrastés, une maison remplie d'amour et de solidarité, mais aussi de silence et de blessures non dites, notamment liées au retour traumatique de ton papa de la guerre d'Algérie. Quatrième d'une fratrie soudée de 5, tu développes très tôt un goût pour l'introspection. Dans la salle de jeu où tu contemples les motifs du papier peint en rêvant éveillé, tu poses les premières pierres d'une réflexion intérieure qui te suivra toute ta vie. Après les études insolentes de facilité, selon tes propres termes, à Sciences Po Strasbourg puis à l'EM Lyon, tu t'éloignes progressivement du modèle entrepreneurial classique pour explorer un chemin plus introspectif, en quête d'équilibre entre action et réflexion. C'est au fil de tes expériences, des voyages à sac à dos à travers le monde et des rencontres marquantes que tu prends conscience des tensions qui façonnent ta vie. À la fois l'ambition de réussir dans un système structuré et en même temps le besoin viscéral de contribuer à un monde plus juste. Tu cherches ta voie et c'est une planche du fameux dessinateur Gottlieb qui te met sur le chemin. Devenez concepteur-rédacteur, vous serez payé à rien faire. Tu intègres donc le monde des agences de communication, obsédé par le fait que si les bons mots sont utilisés, les gens pourront peut-être mieux s'entendre. Tu vas passer 2 décennies à perfectionner ton art, notamment dans la com environnementale. Mais avec le temps, une ombre se dessine à mesure que le sujet de la durabilité commence à émerger chez les annonceurs. Tu réalises avec amertume que ces enjeux sont souvent relégués au rang d'opérations de pur greenwashing. Entouré de gens brillants prenant selon toi de très mauvaises décisions, tu te sens de plus en plus en décalage. Ce sentiment culmine un jour où tu es incapable de franchir le seuil de l'agence. Tu t'assieds sur un banc en larmes, incapable de continuer. Après 1 heure de réflexion, tu appelles un ami qui dirige une agence spécialisée dans la communication durable. Cette agence, c'est Sidiez, que tu rejoins en 2007 en tant que planificateur stratégique et rédacteur, amorçant ainsi un virage professionnel et personnel crucial. Chez Sidiez, tu trouves enfin un environnement où les discours sur la durabilité se traduisent en actions concrètes. Mais cette prise de conscience ne se limite pas à ton activité professionnelle. C'est ainsi qu'en 2021, tu décides avec 3 amis de racheter une ferme bretonne, endormie, que tu tentes de réveiller depuis. Comme tu le dis, tu es désormais la moitié du temps avec le CAC 40 en essayant de les faire pivoter vers des modèles d'affaires plus vertueux, et l'autre moitié du temps sur le sujet du comment mieux vivre en harmonie avec notre planète. Aujourd'hui, Guillaume, tu es un homme passerelle, un homme qui marche désormais sur ses 2 jambes, l'une dans le monde de la réflexion et de l'intellect, et l'autre dans celui de l'action concrète et du retour à la nature. Guillaume, ton parcours est jalonné de transformations. Il nous rappelle que chercher l'équilibre, c'est aussi accepter les tensions pour mieux les apprivoiser. Un message puissant qui résonne pleinement avec l'essence de ce podcast. Bienvenue, Guillaume. Merci de ton accueil. Je suis très honoré. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te faire réagir déjà sur le chemin que je viens de retracer. Guillaume, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin? C'est très émouvant parce que ça me renvoie aux douleurs que j'ai vécues pour lâcher des fois et au soulagement de l'avoir fait. J'ai les yeux humides, ce sont des larmes de joie, de libération. Merci pour ton retour. Alors, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser. Quand tu repenses au jour, justement, où tu t'es assis sur ce banc, presque incapable de franchir le seuil de l'agence, comme tu le disais, à quoi tu attribues finalement la force de t'être relevé et d'avoir pris ce virage vers une version peut-être plus alignée de toi-même? Ça me renvoie à un moment pendant mon voyage
en Amérique du Sud, où j'étais sac au dos et où j'étais vraiment livré à moi-même et où, régulièrement j'avais des épisodes de panne, et mes jambes s'arrêtaient et j'étais en panne de motivation pour aller plus loin. Il y avait trop de questions. J'avais, 22 ans et un jour, j'ai fait la grande panne. Je me suis arrêté au bord d'une rivière et j'ai dit: «Je ne repars pas tant que j'ai pas de bonne raison de repartir» et je suis resté pas longtemps, en fait. Je suis resté 24 heures, mais 24 heures à vraiment regarder l'eau qui passait et mon absence de motivation. Et il s'est avéré que un petit enfant est venu m'apporter un œuf à manger, un œuf cru C'était et dans quel pays? c'était au Chili, dans la vallée de l'Elqui. J'ai continué à regarder la rivière et puis au bout d'un moment, je me suis emmerdé. Et j'ai fait le comparatif, de manière, involontaire, mais en moi, en me disant: «Quelle chance j'ai de passer des bons moments ici ou de rencontrer des gens sur le chemin». La rivière était à l'écart du chemin et là, je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai une chance plus grande si je me bouge». Et là, ça a été la même chose quand j'ai appelé Siliès, c'est-à-dire c'était tellement une impasse que je vivais ailleurs, il valait mieux que je tente un truc. Et donc voilà, c'est en me cognant au bord de la bouteille comme la mouche qui cherche la sortie, qui cherche le goulot. Et j'ai jamais regretté en fait. Alors, Guillaume, tu sais, ce podcast, il traite de la transformation. Ton parcours est riche de ces transformations. Est-ce que toi, tu peux partager avec nous comment tu as peut-être pris conscience de ce potentiel de transformation et la manière dont tu as procédé pour finalement trouver ta voie, trouver ton chemin? J'ai l'impression que s'il y a un fil conducteur, c'est une espèce de réconciliation entre des choses qui semblent contradictoires et à un moment, je refuse de choisir entre les deux. Et je cherche un endroit où les 2 peuvent avoir lieu. Et donc ça m'a permis, de dire: «Oui, je peux, faire des études de Sciences Po et de business», puisque les idées et les chiffres sont pas forcément irréconciliables, la société et les chiffres. Je peux, travailler dans la communication plutôt que la com, parce que la communication, c'est un beau mot et la com, c'est du pipeau. Je peux travailler dans la communication et veiller à la véracité, ce qui est réputé le travail plutôt des journalistes ou des ONG ou des auditeurs et qu'en agence, c'est plutôt disqualifié, la sincérité. Mais j'ai cherché et trouvé, chez Sidiez, une agence où tenir compte de la véracité des choses, c'est admissible. Donc voilà, la constante, c'est, ne pas renoncer à des choses apparemment contradictoires. Mmh. C'est vouloir quand même le beurre et l'argent du beurre. D'accord. Et comment justement, c'est intéressant de pouvoir réconcilier ces 2 choses-là qui paraissent a priori plutôt, opposées. Donc, trouver ce compromis, trouver, cette balance, cet Mmh. équilibre finalement entre, 2 choses qui paraissent, finalement assez éloignées en fait. Mmh. Comment on parvient à ça? Moi, j'ai envie de dire en dormant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie, quant à moi, des choses que je trouve, que je comprends, des voix que je comprends au petit matin ou, dans mes siestes ou, de plus en plus, je médite et puis je rêvasse posé sur le lino de la salle de jeu, les yeux dans le papier peint et à un moment, en fait, les choses s'ouvrent comme une fleur et en fait, on se rend compte que, c'est pas du tout comme, on croyait, opposé en fait. D'accord. Il faut creuser si tu veux un peu sur, 1 ou 2 oppositions apparentes, qui ne le sont pas. Bien sûr, Ouais, volontiers, ouais. en fait, il y a un truc qu'on oppose classiquement, c'est l'économie et l'écologie et pour autant, c'est évident que l'économie est assise sur une branche et que la branche sur laquelle elle est assise, c'est le monde physique et qu'à dérégler le monde physique, elle dégrade son «outil de production» entre guillemets. Et donc choisir une économie qui est une destruction de valeurs massives planétaires, c'est pas choisir l'économie, c'est choisir le gâchis. Et donc cette opposition quand on dit: «C'est l'économie qui dérègle tout», c'est pas vrai en fait. C'est ce qu'on appelle l'économie, mais qui n'est pas de l'économie. Même chose sur la croissance. Est-ce que croissance et durabilité sont conciliables? Et est-ce que la décroissance est conciliable avec la richesse? En fait, on peut pas être contre la croissance au sens où on mange chaque jour des choses qui ont cru. Une carotte a grandi. Et pour que la carotte grandisse, la vie a dû grandir sur un socle rocheux avec les millions d'années.
Et si on constitue une équipe pour cultiver les carottes, c'est parce qu'on a cru en effectif. Et donc, la croissance en elle-même, c'est plutôt bien. C'est signe qu'il y a de la vie. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance, c'est une croissance qui est sur des indicateurs faux, qui sont les PNB, les agrégats économiques, qui ne sont pas une mesure de la réalité. Et donc, la même chose, il s'agit de revenir aux mots qui sont un peu volés et reprendre le mot d'économie à la pseudo-économie et le mot de croissance à la pseudo-croissance. Donc, en fait, il y a beaucoup de contradictions apparentes qui ne sont pas des contradictions, qui sont des fabrications de contradictions. Mmh. Et où ça arrange la pseudo-économie de dire que l'écologie n'est pas de l'économie. Et donc voilà, ça permet de remettre au centre les grandes forces productives de vie que sont tous les phénomènes naturels dont on fait partie et de les voir tels qu'ils sont, à savoir qu'ils sont le cœur en fait de la richesse et de la création de richesse, et de se dire que c'est pas un sacrifice, le durable, c'est un calcul, et que sont évidemment les phénomènes naturels les plus forts et c'est eux qui vont gagner. Et donc ça revient juste à se mettre du côté du plus fort et à voler au secours de la victoire. Mmh. Et pas appeler un sacrifice ce qui consiste à sauver nos peaux. Ouais. Ouais, il y a souvent un contresens. On dit il faut Voilà. sauver la planète. En fait, la planète, elle va très bien. Elle a déjà 4 milliards d'années, elle en a au moins autant devant Ouais. elle. Ce qu'il faut sauver, c'est l'humanité, en fait. Voilà, Ouais, et puis le contresens vient de là, ouais. et donc voilà, c'est une contradiction qui est fabriquée, en Ouais. fait. Et pour revenir à notre sujet, donc la réconciliation des contradictions. En fait, tu as commencé à dire, il est urgent de s'arrêter, de faire une pause, de méditer un petit peu dessus, d'observer. Mmh. Est-ce que c'est des conseils que toi tu donnerais à des personnes qui sont justement un petit peu écartelées en fait entre Ouais, des options un peu carrément. contradictoires? Ouais, carrément. Il y a tellement de choses qu'on nous a apprises et qui nous stressent parce que il y a des incohérences. Dans le travail de vulgarisation de Sébastien Boller, tout le monde a entendu parler du livre Le bug humain mal titré, puisqu'il dit le contraire dans son livre, qu'on n'est pas une espèce buggée, c'est pas vrai, mais qu'on a tout ce qu'il faut, qu'il y a un bug civilisationnel de l'utilisation qu'on fait de nos capacités cérébrales notamment. Mmh. Mais dans un autre livre qui s'appelle Où est le sens, il désigne bien un autre organe du cerveau qui n'est pas fait que du striatum. Et cet organe, c'est le cortex singulaire. Parmi d'autres zones, il y en a tout plein. Et le cortex singulaire est un avide, infatigable chercheur de sens. Et s'il y a un manque de sens, il va clignoter jusqu'à ce qu'on restitue le sens. Et donc voilà, le fait de prendre du temps et de vivre son stress, sa tension, c'est sa dépression, qui signale un problème, c'est écouter son cortex singulaire et dire c'est quoi l'erreur d'interprétation. Et en l'occurrence, la pseudo-économie, la pseudo-croissance qui nous rendent fous alors que la vie et le monde sont censés. Guillaume, toi, dans quelle mesure aujourd'hui tu as le sentiment de t'être rapproché de qui tu es vraiment dans ce chemin de transformation, et comment tu dirais que tu as opéré ce rapprochement? Est-ce que c'est lié plus à un appel, une vocation, ou les hasards du chemin en fait qui t'ont fait mieux rencontrer? J'ai été rattrapé par la réalité en permanence. Moi, je ressens une grande reconnaissance, une grande gratitude envers les scientifiques qui ont fait des études plus pragmatiques que moi, et envers les journalistes qui ont le courage de dire même ce qui fâche et qui m'ont permis de réaliser que non seulement il y avait moins d'insectes sur mon pare-brise, mais que c'était mondial. Donc petit à petit, j'ai progressé par détresse, parce que c'est vrai que moi, ça me fait vraiment non seulement flipper, mais ça me met pas en confiance sur notre modèle de gestion. On gère mal le monde. Et donc, c'est par la dépression, c'est par le stress, par le découragement, par l'anxiété que j'ai appris. Et comme la mouche qui se cogne aux parois de la bouteille, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ah, peut-être là, il y a un courant d'air. Ah. Et donc, c'est vrai que, par exemple, là, je suis en échec de nouveau parce que la fameuse ferme qu'on essaye de réveiller, il y a une chose qu'il faut qu'on fasse pousser et qu'on n'arrive pas à faire pousser, c'est à savoir faire ensemble. Et elle est trop grande pour les 3 que nous sommes. Et on n'arrive pas à intégrer suffisamment de nouveaux résidents. Et donc, je vais changer de position et de rôle dans cette aventure. Et c'est vrai que, à côté de mon fil rouge de la communication, qui est vraiment sur récupérer les mots, reprendre les mots
J'ai vraiment évolué d'erreur en erreur et c'est passé par une ferme urbaine qui s'appelle Le Paysan Urbain où j'ai beaucoup appris quand même. Et puis à Nanterre où j'ai vécu longtemps, j'ai réintroduit beaucoup les amandiers. Et ça aussi, j'ai voulu plus. Et là, il y a cette ferme en Bretagne qui m'a énormément appris. Elle m'a transformé. Ce vallon m'a imprégné, en fait. Et même si je vais plus loin, je sais que, comme mes aventures précédentes, je vais sédimenter. Et puis, il y a d'autres choses qui vont pousser en lien. Les racines, elles vont plonger dans toutes les aventures d'avant, ouais. Donc toi, en fait, c'est plus par empirisme, en fait, Ah que ouais, tu progresses complètement, en ouais. regardant finalement ce qui se passe, ce Ouais, qui fonctionne moins bien, et en fait, ouais, t'itères ouais, à partir de la réalisation que t'as de ce que tu captes du ouais. réel et du présent, quoi. Ouais, et en écoutant ma sensation de plénitude ou d'être incomplet, un ancrage que j'ai qui est assez irrationnel et primitif et un peu irrecevable à ce titre, et pourtant il est fort en moi, c'est je suis tout petit, je suis posé dans l'herbe et les hauts des brins d'herbe est plus haut que mes yeux. Et j'y reste longtemps et à la fin, je grouille il y a des petits insectes, je suis probablement un petit peu ensemencé, on va dire. Et je ne sais pas à quel moment on me ressort de l'herbe, et cetera. Mais j'ai physiquement, y compris quand je t'en parle là, un sentiment d'appartenance et de faire partie du grouillement, qui est pour moi un vrai guide, parce que effectivement, j'ai l'impression que le plus fort auquel m'associer, avec lequel faire ma vie, c'est ce grouillement. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'un des thèmes récurrents de ce podcast, quand on parle de transformation, c'est le retour au corps, en fait, et le retour Ah, aux sensations et aux émotions, et de s'écouter un petit peu plus corporellement même. On a tendance à toujours vouloir tout rationaliser, écouter notre cortex et moins notre corps, parce qu'on a perdu un peu le lien quelque part. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, c'est encore, je dirais, une itération et une exemplification de ce retour au corps. complètement. Et par rapport à ça, mon sentiment, mon expérience aussi, c'est que le corps calcule aussi, au sens où je pense que quand je suis pas bien physiquement, c'est qu'il y a un blême. Il paraît, les scientifiques auraient trouvé des neurones un peu partout et particulièrement dans le bide, et quoi de plus physique que le bide. Et donc, j'ai l'impression que le corps participe de ce grand égoïsme qu'il nous faut retrouver, qui dit ce qui est dans notre intérêt et ce qui ne l'est pas. Ouais. Et donc, c'est un truc aussi un petit peu difficile à expliquer, mais je suis pour la réhabilitation d'un sain égoïsme. J'ai l'impression que c'est un drôle d'égoïsme, l'égoïsme qui jette sa civilisation dans le mur. Pour moi, c'est pas assez égoïste, au contraire. On se reproche beaucoup d'être trop individualiste, trop calculateur. Mhm. Pour moi, c'est un calcul débile. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, le corps est encore plus égoïste et que l'esprit, et que c'est des bons alliés pour revenir à la réalité et à nos intérêts qui sont convergents avec les autres vivants. Ouais. Je pense que le corps reçoit peut-être moins directement les injonctions sociales et familiales et autres, et donc nous Carrément. permet peut-être de faire des décisions mieux informées que celles qui viennent directement de notre cortex, effectivement. Ça me parle beaucoup. Guillaume, est-ce que toi, tu peux nous parler de rituels ou d'habitudes, d'influences, de rencontres que tu as eues sur ton chemin, qui t'ont accompagné et qui t'ont peut-être aidé à devenir qui tu es aujourd'hui? Ouais, complètement, ouais. Il y a, un rituel qui est important pour moi parce que j'ai mis, des décennies à réussir à m'y installer, et c'est marrant qu'on se parle, aujourd'hui, puis ça fait un mois à peu près que j'y arrive. Après vraiment des décennies, hein. Quand j'étais, au Chili, dans la vallée de l'Elqui justement, et j'ai passé quelques jours dans une communauté où ça méditait, et c'est là que j'ai appris mes rudiments de méditation. Passent les années, comme beaucoup de gens qui découvrent la méditation, je m'en écarte, j'essaye d'y retourner, je m'en écarte, j'essaye de m'y retourner, et cetera. Puis je me mets au yoga, c'est comme un souhait, mais très profond, que je n'arrive pas à réaliser, et là, j'y arrive comme j'y étais jamais arrivé, c'est-à-dire tous les matins, comme quand mon, inconscient ou qui que ce soit, quelle partie de moi que ce soit me réveille 2 minutes avant le réveil, et ben, cette partie de moi me réveille maintenant une demi-heure ou 3/4 d'heure avant pour que j'ai un temps de méditation en tailleur sur mon oreiller, et c'est formidable. Donc ça, c'est un rituel qui pour moi est très important,
Qu'est-ce que ça t'apporte, la méditation, en Alors, quelques mots? ça m'apporte pour moi un truc qu'on pourrait attribuer aux écoles de management, par exemple, comme la reconnexion aux réalités. Et puis, ça me connecte à ce qui n'est pas mythomane en moi et qui est très puissant et qui est pour moi aussi un peu sans frontières, au sens où, en méditant au fil des décennies, mes perceptions deviennent beaucoup plus un bouillonnement, un grouillement. Et donc, la méditation me connecte beaucoup à ça et aussi à ce qui me maintient là où je suis et qui m'empêche de partir dans une divagation cosmique. Et donc voilà, cette espèce de force centripète qui, pour l'instant, me fait faire corps. Très inspirant. Et en termes de rencontres, est-ce qu'il y a eu des rencontres déterminantes pour toi dans ton parcours? Ouais, je vais t'en citer 3. La première, c'est une rencontre, on va dire, multiple. C'est sur les chemins que j'ai parcourus au début en sac à dos, avec plein de gens, pas riches financièrement, mais super riches quand même, voire plus riches que bien des gens inquiets de leur santé financière. Et donc ça, c'est vraiment pour moi un guide. C'est une rencontre que j'adore faire et elle est très facile à faire en fait. C'est celle que je pense on fait avec les animaux ou les végétaux qui n'ont pas de compte en banque et qui nous parlent, qui nous inspirent beaucoup en fait. Alors que sur le marché du travail, ils pèsent que dalle. Ce sont des chômeurs selon nos critères et on repose sur eux. La deuxième rencontre, c'est un jour dans un groupe de travail. J'ai pas mal fait de travail émotionnel pour justement vivre mes échecs et essayer de les comprendre. Et la consigne est donnée de se ranger par ordre d'âge. Donc voilà, le plus jeune se met à un coin, le plus âgé se met à l'autre coin et on sent dans notre chair comment on vit à notre âge, notre inexpérience, notre obsolescence, etc. C'est pas pour ça que je t'en parle, c'est parce que l'exercice suivant, c'est on se range par ordre de revenus. Et ça, c'est très intéressant. C'est une rencontre, parce que c'est une rencontre avec moi-même, parce que à ce moment-là, je rencontre une personne en moi qui est absolument pas d'accord de gagner tellement plus. Je la connaissais déjà un peu, mais là vraiment, on se serre la main longuement. Et c'est une rencontre aussi qui a changé ma vie, parce que j'ai compris pourquoi je voulais pas, depuis tout petit professionnellement, maximiser mon salaire et ma position sociale. Parce que c'est tellement bon de se sentir avec les autres. Et donc, ça, c'est vraiment une rencontre qui m'a transcendé. Et puis une troisième rencontre qui est la rencontre de la personne pour laquelle je suis revenu de ce voyage en Amérique du Sud, qui est une personne dont j'étais amoureux, dont je suis encore amoureux, et qui est bien différente de moi, et qui est une fille de la ville, qui m'a beaucoup contesté et qui m'a forcé à m'expliquer, en fait. Et avec toutes les différences qui étaient les nôtres, qui m'a permis de vivre ces grandes différences sans pour autant mettre fin à notre aventure. Et donc ça, c'est une belle expérience de différence. Elle m'a bien forcé à être passerelle. Toi, Guillaume, sur ton chemin, tu as vraisemblablement rencontré des moments de doute et d'incertitude, peut-être liés à des critiques, à des jugements, à des difficultés rencontrées. Comment toi, tu les adresses, ces moments de doute, et comment tu essaies d'aller outre? Ouais, c'est un vrai sujet. Je suis un mélange de grande obstination et en même temps grande fragilité, porosité là-dessus, parce que ça a été un problème pour moi. Quand on m'adresse des critiques, j'ai plutôt une position de grand intérêt et d'aller chercher plutôt que de défendre et de négociation et de plaidoyer. Je suis capable des fois de dire ça non, ça oui, mais j'ai pas une inclination énorme pour défendre coûte que coûte. Ça ne m'intéresse pas tellement. Et donc je prends beaucoup la critique. Et donc ça a pu des fois me faire du mal parce que je l'ai trop pris et j'ai pas vu en fait que je prenais une critique qui était fausse en fait. Et donc quand j'étais petit, j'étais la mauviette. Quand il s'agissait d'être à l'école de commerce, j'étais un intellectuel. À Sciences Po, j'étais un épicier. Et en agence, j'étais un idéaliste. Et mes pas m'ont amené à Notre-Dame-des-Landes, et là je suis un capitaliste.
Et donc, où que je sois, et je pense que j'en ai pas le monopole, où que je sois, je plais pas à la plupart des gens, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais comme les gens voudraient qu'on soit. Donc voilà, c'est comme ça que, à la fois, je suis très poreux, et puis je pense qu'il y a des gens qui me trouvent compromis et réformateur, etc. Et à la fois très têtu et tenace. Ouais, mais comment tu Ah, gères ça et comment tu passes outre quelque part pour ouais, continuer à avancer et pas finalement succomber aux critiques et aux ouais. doutes que tu peux recevoir? Ouais, je cherche un mot, et l'image qui me vient, c'est que j'essaye de faire caravane, au sens où, quand on a des désaccords, je règle mon pas aussi sur le pas de l'autre, et j'essaye de cheminer ensemble pour essayer de comprendre si on a quand même une allure commune. Mmh. Et c'est comme ça que je fais un peu partout. Et ça demande beaucoup de patience et de lenteur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment fait le choix, inconscient ou conscient, de pas parvenir, de pas grimper en responsabilité, parce que j'aime tellement être avec d'autres gens. D'accord, et tu dis que plus tu t'élèves, plus tu t'isoles, quoi. C'est C'est très ça qui difficile, ça, je trouve, ouais. ouais. OK, Guillaume, quel impact, toi, tu dirais que ta transformation personnelle a eu d'abord sur toi-même Mm. et ensuite sur les autres? Je sais que j'ai énervé, je sais que j'ai beaucoup énervé, donc ça, c'était douloureux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Waouh, mais comment t'as fait pour nous supporter?» Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochent ma connexion avec, entre guillemets, «l'autre camp», et pour te répondre en sincérité, j'ai l'impression de pas avoir eu une grande influence, et ça m'est égal parce que je pense à mon estime de moi, et je sais qu'aujourd'hui, je vais laisser un héritage négatif parce que quand je suis né, on vivait avec une planète par personne en France. C'était pas mal, hein? C'était la classe même. C'était hyper agréable, la vie. Et là, je sais que j'y suis pas, j'essaye d'y revenir, et donc je suis pas encore, le bon ancêtre que je voulais, mais il me reste, j'espère, quelques années pour, y arriver. OK. Quel conseil, toi, tu donnerais, Guillaume, à quelqu'un qui cherche, à entamer son propre chemin de transformation, personnelle et qui est peut-être pas aussi, avancé, que toi, tu peux l'être dans cette, réflexion, dans cette maturation? Je pense que le rapport à la mort est déterminant, que si cette personne a très peur de la mort, c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui me déprime, en fait? Donc ouais, c'est écouter ce qui nous déprime, c'est vraiment pour moi très intelligent, c'est très porteur, quoi, et le fait de prendre sa vie et de l'utiliser plutôt que de l'épargner. Parce qu'en fait, on peut pas l'épargner, en fait. Mmh. C'est ça, c'est chercher le plaisir, c'est chercher la jouissance, c'est la voracité, c'est la gourmandise, c'est ça, c'est écouter son plaisir, en fait, n'écouter que son plaisir, et pas craindre d'être individualiste ou égoïste. C'est une fable, c'est une légende qu'on est individualiste. Si on était vraiment calculateur, on passerait notre temps à faire plus ce qu'on aime tellement, aimer et être aimé. Guillaume, on arrive, pas loin de la fin de cette conversation. À quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as imaginé? Ouais, ce qui me guide beaucoup, c'est que c'est pas tellement de l'imagination, c'est que j'ai l'impression d'être, comme nous tous, mais plus avancé, sur un grand toboggan qui va terminer par un grand plouf, et je ne sais pas quand, on sait jamais quand est la fin du toboggan, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plus ça va, plus les virages sont vertigineux, parce que le dérèglement, finalement, de la machine, pour moi, est déjà palpable. Pour autant, je conserve plein de capacités, mais à la marge, tu vois? La fatigue vient plus vite, et cetera. Et donc pour moi, c'est jouir de ça, en fait. Parce que c'est vraiment sympa, un toboggan, quoi. Ouais. C'est la fête foraine, finalement. Et donc, j'ai pas l'intention d'aller à reculons dans ce toboggan, parce que c'est flippant, ça c'est flippant. Mais de me réjouir de changements d'éléments, du grand plouf, et de jouir de l'inconnu et des aventures, parce que voilà, je suis pas au bord de la rivière, je suis allé sur le chemin et je vais voir ce qui vient, et cetera. Donc ce que j'imagine là, c'est que je vais faire un pas de plus sur le chemin du collectif. Et je vais continuer à beaucoup travailler avec les fruitiers, avec la forêt comestible. Mon projet dans la ferme en Bretagne, c'était qu'il y ait trop à manger, et que de cette manière, ce vallon puisse être fournisseur de nourriture au voisinage, à la contrée. Les forces de la forêt sont telles, les forces de la forêt sont gigantesques, beaucoup plus qu'un champ, en fait, parce que les racines plongent tellement plus profondément, et les synergies, les symbioses sont tellement plus grandes. Et donc, si on réussit à faire produire à manger à de la forêt, très vite, on va en avoir beaucoup trop, quoi. Et c'est déjà le cas, par exemple, quand on voit les châtaignes, les rares choses qu'on va chercher en forêt, quand il y en a, c'est rare qu'elles soient toutes ramassées.
C'est une alternative au blé, en fait, si on sait le stocker. Donc voilà, pour moi, la suite, ça va être de travailler la notion de forêt nourricière et puis aussi ce qui s'appelle la syntropie, c'est-à-dire c'est une agriculture successionnelle qui allie beaucoup, non seulement les végétaux entre eux, mais aussi qui tient compte de ceux qui poussent vite, mais qui vivront pas longtemps, ceux qui poussent lentement et qui vivront longtemps, faire monter petit à petit la canopée en une forme de serre végétale qui fait pousser en même temps de la terre et qui fait pousser de l'eau. Et donc, il n'y a pas d'arceaux, il n'y a pas de bâches, mais ces îlots, ces bandes sont des masses dans lesquelles il y a des cycles de l'eau beaucoup plus petits que ce qu'on nous apprend à l'école avec les océans, les montagnes, les nuages, etc. Et ces microcycles de l'eau font vraiment des mini-pompes biotiques aussi. Enfin, c'est d'une puissance folle. Ouais, c'est passionnant en tout cas. C'est d'une puissance folle. On pourrait t'écouter il y a des heures sur ce sujet. Peut-être un dernier mot sur ton actualité, une information que tu souhaiterais partager, qu'on n'aurait pas abordée, qui tient à cœur. Est-ce que on a tout couvert, Guillaume? Ouais, il y a une petite phrase que j'ai vue dans un cimetière, justement, je n'avais pas réalisé, qui dit, et il y a d'autres de tes podcasts qui en parlent, sur la croix, c'était quelqu'un de catholique, il est écrit « On devient ce qu'on contemple ». Et ça, pour moi, c'est vraiment formidable. C'est la fameuse histoire du petit Indien qui demande à son grand-père « Des fois, vraiment, tu sais, je suis méchant, j'ai envie de taper mes amis et de voler. Comment je fais? Parce qu'il y a d'autres fois, je suis gentil. Qui je vais devenir? Est-ce que je vais devenir un méchant adulte ?» Et le pépé lui dit « Eh ben, tu sais, on a tous ça en nous. On a deux loups. Un loup blanc et un loup noir. Et le loup blanc veut être gentil, veut comprendre les gens et tout se passe dans la douceur. Et le noir veut mordre et prendre et tuer et posséder. » Et là, le petit Indien est terrorisé. Et donc, il demande à son papy, « Papy, c'est qui va gagner? Le blanc ou le noir ?» Et le papy lui répond, « Celui qui va gagner, mais c'est celui que tu nourris. » Et donc, excellent. Voilà, la contemplation, ouais. Ça prend du temps, mais ça va loin. Guillaume, il y a une tradition dans ce podcast. Avant de se quitter, je vais te poser quelques questions que j'appelle les questions mitraillettes. L'idée, c'est de répondre à un maximum de ces questions en moins de 2 minutes. Donc, pas de longues réponses. Il faut envoyer, d'accord? Non, regarde, quiz. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Un truc qui s'appelle Les Nouveaux Anciens, qui est sur la dimension mythique de chaque individu et la façon dont on l'ignore et la fuit actuellement. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Oui, Bruno Latour, Où atterrir et Où suis-je, qui fait une lecture qui donne une lisibilité à la politique actuelle extrêmement bienfaisante. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? En ce moment, des chants polyphoniques pygmées et une fanfare électro qui s'appelle La Meute. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Alors, ça va être insupportable, mais je vais dire moi-même. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Je crois que je voulais être gentil. Comment commences-tu ta journée? Du coup, avec une méditation. Quel talent aimerais-tu avoir? J'aimerais être un peu plus égoïste encore. Quelle est ta plus grande force? Ma plus grande force, de plus en plus, c'est ma faiblesse. C'est accepter ma faiblesse. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? La sieste. La sieste me donne énormément d'énergie. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Un bouquin. Je sais pas lequel, parce que je prendrais un tissu, parce que c'est quand même très long à fabriquer. Et puis, certainement, un objet en métal tranchant, parce que aussi, c'est un objet très sophistiqué. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Accepter le stress. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? J'aurais été content de savoir que je vivrais jusqu'à 60 ans. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? C'est quand je comprends pas. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Que je sais que je laisserai la place au suivant à la fin. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Si on pouvait se souvenir que j'étais un bon ancêtre, mais pour ça, il faut que je le devienne. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Le chemin des rêves et le chemin des siestes et la contemplation ébahiée aux corneilles, c'est un chemin dont je raffole en fait. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Ce que je ferais toujours, c'est agir, parce que penser sans agir, je supporte pas aussi. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Tu vas vivre 60 ans, mec. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Ah, super, super. Ah, si tu pouvais interroger Gildas Bonnel, un fou sage aussi, ça serait une sacrée belle chose. Génial, on essaiera d'avoir Gildas sur le podcast et de l'interviewer après toi. Voilà. Merci Je t'en beaucoup, prie, avec Guillaume, immensément merci de pour ton reconnaissance. témoignage super inspirant et un petit peu iconoclaste, je dois le dire. Cool. Et je te souhaite bon retour et bonne suite du chemin. Ouais, merci, toi aussi et à tout le monde aussi.
Vive la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Guillaume. Premièrement, trop souvent dans nos vies, nous nous imposons des choix binaires entre raison et émotion, entre action et réflexion. Pourtant, c'est souvent en trouvant un équilibre entre ces forces opposées que nous créons du sens et du mouvement dans nos vies. Deuxièmement, écoutons notre découragement. Nos périodes de doute et de fatigue ne sont pas des obstacles, mais des indicateurs précieux. Acceptons ces moments comme des invitations à réajuster notre trajectoire et à écouter nos véritables besoins. Troisièmement, soyons à l'écoute de notre corps autant que de notre esprit. Notre intuition, nos sensations physiques et nos émotions sont des boussoles fiables. Plus nous sommes à l'écoute de notre être tout entier, plus nous faisons des choix alignés avec notre vérité intérieure. Quatrièmement, nos pensées et nos habitudes façonnent qui nous devenons. Comme le dit la sagesse amérindienne, celui qui gagne, c'est celui que nous nourrissons. Alors, choisissons consciemment ce à quoi nous accordons de l'attention et de l'énergie. Et enfin, acceptons nos liens incassables avec le vivant. Car contrairement à ce que nous nous reprochons, nous y sommes connectés par nature. Voyons en face que nous sommes des forces de la nature puissantes et mortelles. Puissantes si nous nous acceptons comme mortels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.